Je me présente, Mathieu Archambault. Je ne viens pas du monde de la vigne, je viens plutôt du monde de la grande culture, et je suis davantage un spécialiste du sol, de son fonctionnement et de sa gestion, alors qu'il s'agisse de gestion mécanique, fertilisation et bien entendu la couverture. Et puis, ce qui m'a été demandé, c'était de parler un petit peu de l'impact de la couverture végétale sur la gestion de l'eau. Et pour faire très, très court, je vois 3 impacts principaux que je vais vous détailler après. Il y a un premier impact qui est évident, c'est que quand on a un sol qui est protégé et qui est correctement structuré par de la végétation, il est en mesure d'accueillir l'eau et de la redistribuer un petit peu mieux. Il y a un deuxième impact qui est aussi assez évident, c'est que quand on met de l'herbe dans la vigne, on risque d'avoir des concurrences. Voilà. Et il y a un troisième point qui n'est pas évident et qui, à mon avis, aujourd'hui n'est pas mis en lumière, en tout cas dans le monde viticole, même s'il l'est dans le monde de la grande culture, c'est qu'à partir du moment où on a des sols qui recapitalisent de la matière organique, ils vont consommer de grandes quantités d'azote. Voilà. Et donc l'idée de cette présentation, c'est de vous illustrer ces 3 points. Le premier point qu'on peut dire, c'est que quand on parle de la fertilité d'un sol, la fertilité qui est liée à la gestion de l'eau, à la gestion des éléments nutritifs, etc., c'est une problématique globale et systémique. Et quand on parle de la fertilité des sols, il repose sur 3 piliers, que sont la fertilité physique, son organisation. En gros, j'ai bien aimé l'image du gobelet de tout à l'heure. Il faut que le sol soit un gobelet le plus profond possible. Et si cette étape-là n'est pas remplie, le reste ne peut pas fonctionner. La deuxième étape, on en parlera aussi, c'est la matière organique. Si j'ai un sol correctement structuré, capable d'accueillir l'air et l'eau, et que j'ai de la matière organique, eh bien, je peux commencer à mettre en route une activité biologique qui va, au choix, structurer le sol, nourrir la vigne, éventuellement la protéger, et ainsi de suite. Et donc, le point le plus important, c'est d'avoir, tout d'abord, cette relation du sol avec l'atmosphère, ce qui est l'organisation physique. Et ce qu'on observe souvent dans les vignes, et ce n'est pas une problématique du vignoble de la Loire, c'est assez courant et assez répandu, c'est qu'on a des sols qui sont fortement désorganisés en surface, notamment dans l'interrang, avec des problématiques plus ou moins sévères, et qui sont généralement relativement superficielles. C'est pour ça que si on veut ramener à ce qu'on a vu au tout début de la présentation, quand on parle d'un potentiel de sol avec sa texture, sa profondeur, sa charge caillouteuse, etc., il y a le potentiel et il y a ce qu'on peut observer sur le terrain, c'est-à-dire qu'il faut que physiquement le sol, quel que soit son pédigré, soit en mesure d'accueillir l'eau. Autre chose dont on peut savoir, donc là c'est un petit zoom de la photo précédente. Et autre chose aussi qui est très important à prendre en compte, une fausse bonne idée peut être de dire si j'ai des sols désorganisés parce qu'ils ont été désherbés, travaillés, laissés nus, si je laisse faire la nature et revenir la végétation, je vais nécessairement corriger le problème. Et ça, c'est pas vrai. C'est-à-dire que la végétation va s'adapter à l'état structural que vous avez laissé. Et en l'occurrence ici, vous voyez, on a un sol occupé avec des graminées et du trèfle blanc qui sont tout à fait adaptés à des sols extrêmement superficialisés. Et on aura ici des compétitions féroces au printemps, notamment sur les éléments minéraux pour la vigne. De manière plus générale, ça mène aussi à des désordres. Ça a été abordé à l'instant par le témoignage là, sur l'Afrique du Sud. C'est que si je ne protège pas mes sols en automne et en hiver et qui ne sont pas capables d'accueillir l'eau, ben c'est de l'eau en fait, qui va ruisseler, qui va éroder le sol, qui va l'abîmer et qui ne sera pas disponible au printemps. Donc ça, c'est une illustration en Bourgogne avec des pratiques de travail du sol, de chaussage du pied de vigne, etc., qui aggravent le problème. Mais ça, c'est une donnée. On a vu tout à l'heure qu'en termes de volume de précipitation, on n'allait pas forcément avoir de grandes pertes. Par contre, c'est sur la répartition et l'intensité des précipitations que l'effort devait se porter.
il faut que le sol soit protégé en surface, il faut qu'il soit organisé, et on verra tout à l'heure, il faut sans doute qu'il soit un petit peu plus riche en matière organique. Je vous ai ressorti une étude qui n'est pas toute récente, qui a été faite dans le vignoble de Champagne sur 4 ans, avec différentes modalités d'enherbement, peu importe. On s'aperçoit qu'entre la modalité la plus défavorable, avec un sol qui est laissé nu en permanence, et la modalité la plus favorable, qui serait un sol couvert en permanence, on a, en termes de ruissellement, des écarts qui sont énormes. Ici, rien que sur la manière dont on a de traiter la parcelle avec les techniques culturales, on a un écart d'infiltration de 450 mm. Voilà. Donc c'est vrai qu'encore une fois, il y a le potentiel et il y a ce qui peut se vérifier sur le terrain, et ça passe d'abord pour l'organisation du sol. Alors maintenant, si on passe aux couverts végétaux, ça va être exactement la même démarche. Ce n'est pas parce que vous allez utiliser des couverts végétaux que vous allez nécessairement régler le problème. Donc ça, c'est dans le Gard, un semis de févrole et de seigle, qui sont des mélanges assez classiques, qui ont été semés à l'automne. Eh bien, quand vous faites un profil de sol, vous apercevez que tout le monde est enraciné en surface. Vous retrouvez en surface les débris végétaux du couvert de l'année précédente qui ne s'est pas dégradé, et vous avez donc un sol qui est totalement bloqué. Donc la démarche, on ne va pas rentrer dans la technique, mais la démarche, si on veut avoir des sols qui se remettent à fonctionner, c'est d'abord de faire un diagnostic. Ce n'est pas très compliqué en vigne, une bêche généralement va suffire. Est-ce que l'eau et l'air sont capables de rentrer ? Oui, non. S'ils ne sont pas capables, il faudra faire un travail de restructuration mécanique et progressivement augmenter le nombre de racines qui va venir occuper les vides qu'on a créés, et de cette manière arriver à une organisation ou une réorganisation du sol dans sa verticalité. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi évident entre guillemets et qui est connu, c'est qu'il faut éviter de concurrencer la vigne au printemps. C'est-à-dire qu'effectivement, l'enherbement naturel, mais plus ou moins maîtrisé, va avoir un bon impact sur le fonctionnement du sol, son organisation, son activité biologique, la matière organique, etc. Mais il peut avoir un impact défavorable à partir du moment où je rentre en concurrence avec la vigne. Et si on schématise, sous nos climats, on a 4 saisons, donc printemps, été, automne, hiver. On a 2 saisons de production qui correspondent aux périodes pendant lesquelles on a la bonne température et de l'humidité. Et donc, la période du printemps, c'est celle avec laquelle vous allez faire le millésime et le rendement. Et c'est donc une période sur laquelle il faut éviter la concurrence. Par contre, la période automnale est une période sur laquelle on pourra produire de la biomasse additionnelle pour justement créer de la matière organique, des racines, un paillage pour venir réinvestir dans son sol. Et encore une fois, je ne rentre pas trop dans les détails, on va avoir différentes stratégies de couverture. Plutôt que d'utiliser des plantes pérennes de prairies qui poussent à la fois au printemps et à la fois à l'automne, on utilisera des plantes issues du monde céréalier et on aura différentes typologies. Si je devais résumer, plus vous arrivez à faire de la biomasse en été et à l'automne, plus le cycle des plantes est avancé, moins vous aurez de risque de concurrence. Alors j'illustre avec une photo qui a été prise dans le vignoble de Faugère, qui est extrêmement sensible au stress hydrique. Et vous voyez que le même jour, 2 couverts différents n'ont pas du tout la même physiologie. À gauche, vous avez un mélange de céréales, avoine, seigle et vesse qui est encore au stade herbacé. On est mi-mars. Ce sont des plantes qui vont continuer à pousser et si elles ne sont pas détruites suffisamment rapidement, qui peuvent exercer une forte concurrence sur l'eau et sur les éléments minéraux sur la plante. Alors que le mélange que vous avez à droite,
est un mélange avec des espèces différentes qui ont eu des cycles plus rapides. Et vous voyez qu'on arrive au mois de mars avec des plantes qui sont déjà fleuries. Et ce sont donc des plantes qui n'auront non seulement plus beaucoup de besoins, mais en plus qui seront beaucoup plus faciles à détruire, notamment, par exemple, avec les stratégies de roulage. Donc, le premier point pour éviter cette concurrence, c'est de faire le maximum de biomasse pendant l'automne et éviter de produire de la biomasse au printemps. Et le deuxième point extrêmement important, c'est de caler la date et le mode de destruction avec les besoins de la vigne. Et on a un effet paradoxal du roulage. Le Rollofaca, c'est une technique qui se développe fortement sur la planète. On a un effet paradoxal. Si pour protéger pendant la saison mon sol de l'élévation de température et de l'évaporation, je produis un gros mulch que je roule, c'est très favorable. Mais ceci dit, si pour produire ce mulch, j'ai concurrencé la vigne au démarrage, ben vous risquez d'avoir des décrochements davantage sur de l'azote dans les mous, etc. Donc, pour terminer sur cette partie-là, en termes d'arbre de décision simplifié que je peux vous proposer, c'est on part du bilan. Est-ce qu'on a un sol qui est structuré ou non? S'il est structuré, ben c'est bien. Je peux commencer à faire des couvertures végétales temporaires, d'été ou d'hiver. S'il ne l'est pas, je vais devoir entamer une réflexion de restructuration mécanique. Alors, restructuration mécanique, ce sont les outils. Ça peut être aussi les amendements calciques. Il peut y avoir une réflexion là-dessus. Les amendements organiques, sur lesquels on ne rentrera pas. Si j'ai fait mon couvert, j'arbitre, est-ce que ma vigne est vigoureuse? Donc en fait, est-ce que les paramètres de rendement, les paramètres de vigueur, les paramètres à la cave sont corrects? Et dans ce cas-là, si ma vigne est bien tenue, je peux pousser plus loin, je peux faire des couverts plus longs, détruits plus tardivement, éventuellement plus fibreux. Je vais investir fortement dans mon sol parce que ma vigne, alors là vous mettez tout ce que vous voulez, le porte-greffe, le cépage, le mode de fertilisation, etc. On a un équilibre entre les deux. De l'autre côté, si j'ai fait de la restructuration de sol ou que j'ai une vigne qui n'est pas vigoureuse, je vais plutôt travailler avec des couverts détruits à des stades plus précoces, où je pénaliserai moins la libération d'éléments minéraux. Je pousserai sans doute beaucoup plus fortement sur les légumineuses pour les raisons qu'on va voir ensuite. Et puis, bien entendu, attention, dans des situations fragiles, de garder une destruction relativement précoce pour laisser à la vigne la chance de démarrer correctement. Et l'autre point qu'on va aborder maintenant, c'est d'avoir une attention particulière au mode de fertilisation et d'amendement. Et c'est là où il faut prendre en compte le statut organique du sol au démarrage et l'orientation que vous voulez lui faire prendre. Le constat, si on parle du constat, travail d'un groupe d'études scientifiques sur les sols. En France, vous avez à peu près 80 tonnes de carbone à l'hectare sous les forêts et les prairies naturelles. Ça correspond à peu près à 4% de matière organique. Quand je suis dans les vergers en grande culture, je descends à 50 tonnes. J'ai déjà eu une consommation de ma matière organique. Et le parent pauvre, c'est la vigne, dans laquelle les sols sont de manière générale à plat. J'ai plus beaucoup de matière organique. C'est pour des raisons historiques. C'est aussi parce que pendant longtemps, la matière organique a fait peur aux vignerons. Et donc, on se retrouve dans une situation avec des sols avec très peu de fertilité organique. Et la question qu'on peut se poser, pour revenir au début et réinvestir dans ces sols, avoir des sols qui jouent à nouveau leur rôle tampon vis-à-vis notamment du changement climatique, la clé, c'est la réaugmentation du taux de matière organique dans les sols. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors juste pour faire un petit point, on parle aujourd'hui de tonnes de carbone à l'hectare.
Quand on est vigneron ou agriculteur, on préfère parler en pourcent. Globalement, 1 point de matière organique, ça correspond à peu près à 21 tonnes de carbone organique dans les sols. Et si on se pose la question de à quoi est-ce que ça peut bien servir, je vous ai juste mis une photo d'illustration. Ça a été pris sur Chinon. C'est une jeune vigne qui a été plantée soit vigne sur la partie droite, soit vigne sur friche, une prairie, où sans doute il y avait plus de matière organique, ou un ancien potager, ou autre. Alors il y a un petit biais, c'est qu'elles n'ont pas été plantées la même année, c'est donc pas une référence absolue, c'est une illustration. Il y a un écart à peu près d'un an entre les deux situations. La photo a été prise en septembre 2022, et on voit bien qu'en fonction du statut organique du sol, on a des comportements différents de la vigne. Si je prends maintenant très rapidement le cycle du carbone, donc vous savez que l'origine de la matière organique, c'est la photosynthèse, et que c'est cette photosynthèse qui va produire l'ensemble de la matière organique, qui est une source d'énergie pour l'ensemble du monde vivant. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce cycle du carbone, c'était mesuré avec le taux de matière organique. La problématique qu'on a, c'est que ce cycle du carbone est lié au cycle de beaucoup d'éléments. On va parler de celui de l'azote, il y a aussi celui du soufre et d'autres. Mais celui qui a l'impact le plus fort, c'est sans doute le cycle de l'azote. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais recapitaliser du carbone dans les sols, je vais devoir aussi recapitaliser de l'azote. Et si on fait le petit calcul de tout à l'heure, 21 tonnes de carbone organique, dedans, vous avez 1,5 tonne d'azote organique. Ce qui veut dire qu'en termes de stratégie aujourd'hui, et il n'y a pas encore de référence dans le monde viticole, il y en a en grande culture, la question et le plan d'investissement ou de réinvestissement, c'est de se dire quel va être le pas de temps de recapitalisation de la matière organique. En grande culture, on arrive à regagner 1 point en 10 à 15 ans. Ça veut dire que chaque année, il faut réinvestir dans le sol entre 100 et 150 unités d'azote seulement pour financer la matière organique. Est-ce qu'en viticulture, c'est 20 ans, c'est 30 ans 30 ans pour avoir plus 1 point de matière organique, ça veut dire qu'il faut réinvestir chaque année 50 kg d'azote dans le sol. Et c'est là où les légumineuses vont avoir un rôle intéressant. Donc ça, c'est un essai qui a été fait dans le sud-ouest avec différentes typologies de couverts. Et le couvert de gauche, c'est un couvert de févrole, et vous voyez qu'il a correctement poussé. Le couvert de droite, c'est un couvert de seigle qui n'a absolument pas poussé. Et ça n'est pas lié à la capacité de la févrole à pousser dans des conditions particulièrement sèches ou une capacité de germination. C'est tout simplement le fait que ici, la févrole est autonome en azote et peut donc produire de la biomasse. Dans un système comme un sol de vigne, dans la plupart des cas où il n'y a plus de fertilité naturelle, il devient extrêmement compliqué de faire pousser des couverts sans légumineuses. Et ça explique notamment des situations qu'on peut observer en dehors des problèmes de structure et de manque d'oxygène dans les sols, d'avoir des matières organiques qui se décomposent mal, tout simplement parce qu'il y a un manque d'azote. Et donc, pour récapituler un petit peu et pour aller un petit peu plus loin, c'est de dire que face au changement climatique et à des problèmes de gestion de l'eau directe, à des problèmes de la gestion de la température, le sol est une variable extrêmement puissante d'ajustement. La problématique, c'est que sur, on va dire, le siècle passé, on a consommé la fertilité organique de ces sols, et maintenant qu'on doit réagir et s'adapter au changement climatique, on rentre aussi dans une période de réinvestissement dans lesquels les couverts végétaux notamment, mais pas seulement, sont un instrument puissant, mais qui demande d'être manipulé avec précaution.